En fait, tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que je viens d'entendre, est contenu effectivement en grande partie dans les résultats de cette étude, dans lesquels nous avons cherché, au travers de ce que nous ont dit un certain nombre d'aidants qui ont été volontaires pour répondre à un questionnaire. Ce questionnaire, on l'a construit parce qu'on n'avait pas... Il y avait beaucoup de travaux sociologiques, ethnologiques, qui nous disaient bien que la situation des aidants en entreprise était difficile, douloureuse. Mais, comme vous le savez, pour convaincre les pouvoirs publics, il faut des bases de données, il faut des travaux statistiques. Et donc, comme les enquêtes nationales sur ce sujet des aidants ne s'intéressent absolument pas aux aidants en entreprise, et donc il y avait très peu d'éléments là-dedans, et que de l'autre côté, les enquêtes sur les conditions de travail en entreprise, mais en général, n'avaient pas suffisamment d'éléments pour analyser quels étaient ceux des travailleurs aidants. Donc, il y avait un manque. Donc, en fait, c'est nous, on a essayé avec la Massif de combler ce manque. Et donc, on a construit un questionnaire, on l'a fait passer par Internet, et il y a eu un grand nombre de réponses, et finalement, on a 370 questionnaires que nous avons pu exploiter. Et ce qu'on voulait savoir, vraiment, c'était d'abord qui étaient les aidants salariés, dans quelles entreprises est-ce qu'ils travaillaient, comment est-ce qu'ils vivaient leur situation, quels étaient leurs rapports avec leurs collègues, quels étaient leurs rapports avec leur hiérarchie, comment ils s'y prenaient quand ils avaient des problèmes personnels ou des problèmes de travail pour les régler, et notamment comment ils s'y prenaient pour essayer de construire des arrangements aux difficultés qu'ils rencontraient en tant qu'aidants dans leur entreprise. Ça, c'était des choses très concrètes. Et l'objectif, c'était de comprendre pourquoi, effectivement, d'après tout ce qu'on savait, mais d'une manière, à l'époque, il n'y avait aucune autre enquête, ils n'utilisaient pas les dispositifs légaux. Et ils n'utilisaient pas les dispositifs, il semblait qu'ils n'utilisent que très peu les dispositifs qui pouvaient exister à l'intérieur de l'entreprise. Et comment l'entreprise, et ça c'était aussi dans le questionnaire, mettait à disposition ou pas, selon eux, des éléments qui auraient pu leur permettre de régler ces problèmes. Voilà. Donc on a fait cette enquête. Et au départ, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que voilà, c'était majoritairement des femmes, évidemment. Alors là, je vais reprendre quand même très, très vite quelques chiffres. Vous voulez de l'aide ? Non. Des femmes, 85% qui travaillaient. Alors, il se trouve que là, on a un biais dans notre échantillon, on le sait très bien, mais il se trouve que, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ce biais renforce plutôt les résultats que je vais vous donner. Voilà. Et que l'âge moyen, c'était 53 ans, ce qui est normal, c'est des aidants en entreprise, donc c'est normal qu'ils aient cet âge-là, qui travaillaient, ceux qui nous ont répondu, travaillaient majoritairement dans des entreprises de grande taille et dans des secteurs assez spécifiques, c'est en ce sens que, voilà, on n'est pas représentatif des entreprises, banque, assurance, secteur public, plus que entreprises, enfin, qui étaient représentées disproportionnellement par rapport à des entreprises privées, voilà ce qu'on peut dire. Eh bien, ces gens-là, ils étaient plutôt satisfaits de leur emploi, 74%. Ils étaient en CDI à 86%. Ils étaient à temps plein pour les 2/3 d'entre eux. Ils trouvaient que leur entreprise était solide. Ils trouvaient que les relations dans l'entreprise étaient plutôt bonnes. Et ils se sentaient en bonne santé. Bon. Puis de l'autre côté, c'était des vrais aidants. Parce que les personnes qu'ils aidaient, qui étaient soit un parent, un enfant ou un conjoint, étaient atteintes de diversité, l'origine de la perte d'autonomie qui nécessitait qu'ils les aident était extrêmement diverse, d'accord ? Mais ceci dit, c'était vraiment des gens qui avaient une faible autonomie parce qu'ils étaient fortement limités dans les activités de la vie quotidienne et ils bénéficiaient pour 2/3 d'une aide légale, X. Toutes les aides légales. Donc, c'était vraiment des gens qui nécessitaient des soins. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ils étaient plutôt contents et ils étaient vraiment des gens qui n'étaient pas très bien. Voilà. Et ben, au total, 42% disaient rencontrer des difficultés à concilier emploi
et aide. Donc voilà, ça c'est un paradoxe. Vous dites, ils sont super bien et ils n'y arrivent pas. Non mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on continue. Un tiers était en temps partiel, puisque 2 tiers étaient en temps plein, mais 50% d'entre eux déclaraient qu'il était subi à cause de l'aide. Ensuite, 50% disaient qu'ils aimeraient travailler plus, donc ils avaient dû réduire leur temps de travail. 32% déclaraient avoir eu du mal, avoir eu de façon inopitée dû partir ou arriver en retard ou avoir dû s'absenter, c'est tout ce qu'on entend là. Et 51% souhaitaient néanmoins, surtout 51% souhaitaient beaucoup plus de flexibilité dans leur manière d'organiser leur travail. Bon. Alors ce qu'on voyait, c'est qu'ils bricolaient des solutions. Je dis bricoler parce que c'était 50% sur les RTT et les congés annuels et 13% ils utilisaient les arrêts maladie. 23% avaient trouvé des arrangements avec leurs collègues proches. Donc ça, on voit bien qu'il y a des solidarités, effectivement, au sein des équipes. Bon. Alors, ceci dit, les dispositifs légaux, moins de 2% voilà, utilisés. Et notamment celles mises à la disposition dans les entreprises d'après eux. Donc ils savaient qu'il y avait des choses qui étaient faites dans les entreprises, mais ils n'utilisaient pas. Et donc, pourquoi ce non-recours? Alors, la première question qu'on s'est vraiment posée, et c'est là où les analyses économétriques sont intéressantes, c'est pourquoi ce non-retour? Et ensuite, on s'est beaucoup intéressé aux liens qu'ils faisaient entre le fait d'aider et leur travail. Parce que là, on obtenait des réponses complètement dissonantes. Par exemple, le travail, pour eux, avait un aspect très positif. 65% d'entre eux le considéraient comme une source de plaisir, et 72% considéraient qu'il les protégeait en termes de santé psychique en leur évitant d'être absorbés par l'aide. Ça, c'est des trucs, voilà. Donc on retrouve des choses qu'on a entendues. Hein. Ensuite, il y avait quand même beaucoup de gens qui considéraient que le travail de façon négative. Le travail pour eux était une source de stress, 2 tiers. On peut parfaitement estimer que c'est à la fois une source de plaisir et de stress. Hein. Donc ils pouvaient donner plusieurs réponses. Et le travail constituait un frein à l'aide qu'ils apportaient, pour 53% d'entre eux. Voilà. Donc, on ne comprenait pas très bien. Concernant l'aide, ils estimaient que l'aide était négative pour leur carrière à 58% et sur leur salaire à 54%. Et pour leur santé, à 67%. Mais il y avait 61% qui déclaraient que s'ils le pouvaient, ils aideraient plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment expliquer ça? Eh bien, c'est là où les analyses économétriques permettent de répondre, c'est que la manière dont les aidants salariés perçoivent le lien entre la santé, leur état de santé perçu par eux, et l'aide qu'ils apportent est complètement médiée par les conditions de l'organisation de leur travail. Alors, les résultats, je vais les résumer là. L'absence de flexibilité en termes d'organisation de leur poste de travail, hein, quels que soient les modes, c'est-à-dire réorganisation complète du poste de travail, plus de flexibilité dans les horaires, toutes les formes de flexibilité existantes, leur permet, selon eux, de gérer les aléas qui sont assez fréquents. C'était 30%. 30% considéraient qu'ils avaient rencontré des situations complètement inattendues et qui les obligeaient à réagir immédiatement, liées à la situation de la personne. Et que ça expliquait bien plus le fait lorsqu'il n'y avait pas de flexibilité, ils déclaraient un état de santé dégradé, que le volume ou l'intensité ou la fréquence de l'aide, bien plus, évidemment, ça c'est déterminant en partie, mais beaucoup moins que le fait de ne pas disposer de flexibilité. Alors ensuite, il y avait d'autres éléments qui sont très très intéressants, mais ça c'est pour le management, c'est que le fait de se sentir considéré par l'entreprise ou de disposer de suffisamment d'autonomie pour organiser son travail était prédictif de déclarer un bon état de santé. Voilà. Et inversement, parce qu'heureusement on avait aussi, on se disait, bon, l'absence d'un sentiment d'autonomie au travail, le fait de ne pas pouvoir se couper de son rôle d'aidant, apparaissaient comme des facteurs de risque forts de déclarer une santé dégradée. De même, le sentiment de n'être pas reconnu à sa valeur
ou de déclarer de mauvaises relations avec les collègues et la hiérarchie augmentait la probabilité de déclarer une mauvaise santé. Il faudrait qu'on conclue. Donc là, quand on non, je ne vais pas conclure là parce que parce qu'il faut qu'on en échange et on a un oui, temps. Mais je n'ai pas dit la plus importante. Alors, plus important, c'est le non. J'aime le teasing. Le plus important, c'est le non-recours. Ce qu'on a montré, c'est que le non-recours aux dispositifs légaux ou aux dispositifs existants au sein des entreprises, et notamment celles qui sont dans les paquets RSE, responsabilité sociale des entreprises, étaient directement liés au fait qu'ils s'estimaient totalement discriminés dans l'entreprise, que ce sentiment de discrimination dans l'entreprise était différentiel à la fois en termes de hiérarchie. Plus on montait dans la hiérarchie, plus ils se considéraient comme discriminés du fait d'aider. Et deuxièmement, ça dépendait aussi, ils estimaient que le jugement qu'on portait sur l'aide qu'ils apportaient dépendait beaucoup de la personne aidée, de qui était la personne aidée. Quand c'était un enfant atteint de maladie chronique ou handicapé de naissance, pas de problème. 60% des gens, ils estimaient que 60% des gens les considéraient comme bien. Mais en dehors de ce cas-là, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, et même pour les personnes adultes handicapées, ils considéraient qu'ils étaient, et je rejoins là ce que vous dites, enfin l'étude rejoint ce que vous dites, qu'ils étaient mal considérés. D'accord ? D'où le fait de ne pas se déclarer. Or, si vous ne vous déclarez pas, eh ben, il y a un certain nombre d'aides auxquelles vous ne pouvez pas avoir droit par définition. Voilà. Donc, le fait que la hiérarchie les considère comme de mauvais éléments était déterminant dans le fait de recourir ou pas à l'aide. À l'époque, on n'avait pas le point de vue direct des DRH. Mais grâce à la Fondation Médéric-Elzémer, qui a fait une très très jolie étude, qui a fait une belle enquête en 2017, on a ça maintenant. Et donc, si on regarde les résultats de cette enquête, voilà ce que disent les DRH. 31% se disent, seuls 31% se disent capables d'estimer le nombre de salariés aidants. 52% déclarent leur apporter un soutien informel, flexibilité, télétravail. Bon, ils disent qu'ils font quelque chose. Mais seuls 15% estiment que le sujet est prioritaire pour l'entreprise. Et pourtant, ils estiment que l'aide est une cause d'absentéisme dans 59% des cas, et la moitié pense qu'elle crée des problèmes de productivité à l'entreprise. Donc, ils ont effectivement, les salariés ont parfaitement perçu la manière dont les DRH les percevaient. Un autre résultat intéressant, c'est que le seul élément dans le RSE qui augmentait la probabilité du recours à l'aide, c'était un des éléments du paquet. Et que, par exemple, le fait d'avoir dans le paquet RSE une politique en faveur du handicap, eh ben, ça diminuait la probabilité qu'il recourt à l'aide. Et ça, je retrouve là ce que vous venez de dire. Donc, en gros, c'est quoi la conclusion ? La conclusion, c'est qu'en dépit du fait que nous savons tous que les aidants salariés, de par la situation où ils sont, ont acquis ou ont naturellement des capacités extraordinaires et des compétences qui pourraient servir fondamentalement à l'entreprise, du fait que le management, globalement, il n'y a pas de... Voilà, les considère comme plutôt un handicap qu'une ressource pour leur entreprise, fait que voilà, ils n'utilisent pas les aides, ils continuent à se cacher et ils se discriminent. Donc ce qu'il faut, c'est complètement modifier la représentation que les gens ont des aidants. Et je dois dire que de ce point de vue-là, tout ce qui a été écrit sur les aidants Alzheimer et le fait qu'on ait une vision doloriste et peut-être justifiée, empêche complètement la transformation des esprits pour faire des aidants des personnes avec des ressources, avec une expertise, avec un savoir-faire, et donc justifie a priori, si je puis dire, a posteriori,
l'opinion des DRH sur eux, qui ne font que reprendre cette image doloriste. Les pauvres, ils ne peuvent rien faire, ils sont dans une situation atroce, etc. Bon, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, etc. Voilà. Donc il faut totalement transformer ça. Mais il faut aussi, ça c'est la question des risques psychosociaux. On voit bien que les gens qui sont autonomes dans leur travail, ils se sentent bien, ils aiment le travail les protège et ils veulent continuer à aider. Et donc si l'entreprise ne leur fournit pas un environnement, si j'étais économiste de scène, je dirais capacitant, un environnement qui favorise justement la possibilité d'exprimer toutes leurs qualités, eh bien, effectivement, les managers passent à côté de quelque chose de très important. Voilà. C'est ça la conclusion. Merci beaucoup.